Donc, les impacts sur les organismes et leurs actions, j'ai divisé en fait ma présentation en 3 parties, 3 épisodes pour mettre le focus là sur trois choses différentes. La première étant les organismes, je l'ai appelé les organismes seuls face au choc. Ça pourrait presque être le titre d'un communiqué de presse, mais c'est surtout la réalité. Ce qu'on a beaucoup entendu dans les focus group, c'est que les organismes, au moment du choc et au moment où l'état d'urgence est décrété, se sont sentis assez seuls dans le contexte de la pandémie et très peu appuyés notamment par le gouvernement et leurs partenaires institutionnels, j'entends. Donc, aucune consigne gouvernementale claire a été émise au début de la pandémie, du moins concernant les actions des organismes. Bien souvent, les organismes ont dû décider quelles mesures d'urgence mettre en place et aussi ils ont dû se prononcer sur le caractère essentiel ou non de leurs activités. Dans ce contexte-là, c'est 51% des organismes quand même qui ont considéré leurs activités comme des services essentiels à partir de la définition du gouvernement. Et ça voulait dire qu'ils pouvaient maintenir au moins une partie de leurs activités en présence. Un autre élément qui a été déterminant pour les organismes pour maintenir ou non leurs activités en présence, au-delà du fait qu'ils se considéraient comme essentiels ou non, ça a été leur accès aux locaux. Beaucoup d'organismes nous ont parlé d'enjeux qu'ils ont vécu entourant l'accès aux locaux et leur capacité à accéder à des locaux physiques a influencé énormément la possibilité ou non de maintenir des activités. Beaucoup d'organismes, par exemple, qui occupent des locaux dans des bâtisses municipales ou appartenant au réseau de la santé et de l'éducation, par exemple, se sont vus interdits d'accès au début de la pandémie à leurs locaux, sans prise en compte du caractère essentiel ou non de leurs activités. Donc, il y a eu toutes sortes d'enjeux autour de ça. Deuxièmement, les organismes ont dû s'adapter dans un contexte d'incertitude permanente. Et puis, je vais vous lire un certain nombre de citations durant la présentation parce une des richesses du projet de recherche, c'est vraiment les citations qu'on a réussi à extraire des groupes de discussion et qui sont extrêmement parlantes des réalités qu'ont vécues les organismes. Donc, on en a retenu quelques-unes pour la présentation. Je vais vous le dire là quand je les cite. Donc, j'ouvre les guillemets. Ça n'a jamais été clair, les directives. Est-ce qu'on est un service essentiel, nous? Est-ce qu'on a le droit d'être là? Est-ce qu'on peut être plus qu'un ou une au bureau en respectant la distanciation? On écrivait au SUS, à la santé publique, à la ville, c'était des consignes floues. Donc, c'est ça. Ce que la station met en exergue, c'est vraiment le fait que les groupes devaient composer avec des consignes qui n'étaient pas claires, changeantes et bien souvent inadaptées à leur réalité comme organisme communautaire. Ils étaient très souvent oubliés dans les annonces gouvernementales et devaient interpréter des consignes qui étaient pensées souvent pour d'autres secteurs. Et ça faisait en sorte que beaucoup de mesures n'étaient pas applicables dans le fond, dans le contexte des organismes, que ce soit du fait de la nature de leurs activités, de leurs actions, ou des conditions de vie des personnes rejointes. Par exemple, quand il fallait contrôler la toux, des choses comme ça, on a des groupes qui nous disaient, mais nous, on travaille avec des personnes qui consomment, qui sont dans la rue, c'est sûr qu'elles toussent constamment, on ne peut pas appliquer les mêmes règles de santé publique. Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça qui ne faisaient pas de sens pour les organismes dans leur travail au quotidien parce que c'était des règles qui n'avaient pas été pensées pour leur réalité. Et dans ce contexte-là, les regroupements communautaires, comme vous le savez, ont eu un rôle extrêmement important à jouer pour décrypter les consignes, transmettre l'info à leurs membres et, dans l'autre sens, influencer aussi les partenaires et les instances gouvernementales pour faire remonter les besoins des groupes et des populations qu'ils rejoignent. Ce qui m'amène à la diapo suivante et qui concerne toute la question de la perception du risque, qui a été très variable en fait. Et ça, c'est un autre enjeu avec lequel les organismes ont dû composer, c'est qu'ils devaient jongler avec des perceptions très variées du risque et des degrés d'adhésion aux consignes très variables selon les personnes. J'ouvre les guillemets. Ça a été un casse-tête. Notre objectif est d'accompagner notre monde, donc il faut trouver la meilleure façon de faire. Mais en même temps, on ne peut pas nous-mêmes se mettre à faire de l'anxiété, à avoir peur, puis à ne pas vouloir faire quelque chose, parce qu'après ça, c'est les intervenantes elles-mêmes qui vont être brûlées. Et que les organismes devaient composer avec des perceptions et des attitudes variées par rapport au risque, non seulement chez les personnes rejointes, mais aussi parfois à l'intérieur même des organismes, au sein des équipes de travail, au sein des membres de conseil d'administration. Donc, ça nécessitait énormément de communication, de dialogue pour essayer de trouver des façons de faire qui conviennent puis qui mettent le moins possible à risque les personnes, à la fois les personnes rejointes et les équipes. C'était extrêmement compliqué.
Et dans ce contexte-là, l'approche du gouvernement du Québec, notamment vis-à-vis des consignes et des populations, n'a pas été très aidant, dans le sens où le gouvernement a mené peu d'efforts pédagogiques, en fait. Dans la livraison des consignes, il a misé davantage sur des stratégies de contrôle, de culpabilisation, d'application mur à mur des consignes. Et ça a beaucoup complexifié le travail des organismes parce qu'eux devaient se ramasser à faire le travail souvent de sensibilisation pédagogique, et l'attitude du gouvernement entraînait souvent plus une méfiance de la population à l'égard des mesures plutôt qu'une adhésion. Donc, ça n'a pas été des éléments qui ont aidé là, dans le travail des organismes sur le terrain. Et ce qui m'amène à un autre élément qui nous a été soulevé, c'est le poids des décisions portées par les organismes dans ce contexte-là. Encore une fois, j'ouvre les guillemets. À Montréal, récemment, il y a un homme itinérant qui est mort. La santé publique avait préconisé que le refuge ferme, mais après, la santé publique dit « Non, non, c'était juste une recommandation ». Nous, ça nous a comme dit que s'il y a quelque chose qui arrive ici, dans tous les cas, ça va être notre faute. Et donc, les organismes ont dû en fait prendre vraiment des décisions qui ont été extrêmement lourdes de conséquences pour les personnes rejointes. Là, c'est sûr qu'on parle d'un cas dont vous avez entendu parler dans les médias, qui est assez extrême, mais qui est très réel aussi. Mais il y a eu plein d'autres conséquences pour les personnes rejointes, de les mettre à risque de contamination, dépendamment des décisions prises. Mais aussi, comme je le disais tantôt, les équipes de travail, ou encore des risques pour l'organisme, parce que les organismes aussi, en cas de non-respect des consignes sanitaires, pouvaient avoir des sanctions légales, par exemple. Donc, ça a généré énormément de préoccupations et d'anxiété au sein des groupes. Souvent, les groupes de base qui rejoignent directement les personnes se sont retrouvés un peu dans un dilemme par rapport aux personnes rejointes entre le risque de les isoler en maintenant la distance physique, donc en décidant de ne pas les mettre à risque de contamination, ou au contraire, de maintenir le contact en présence, par exemple, pour s'assurer que les personnes ne soient pas isolées, mais en même temps en les mettant à risque de contamination. Fait qu'il y avait souvent à calculer c'était quoi l'équilibre à trouver là-dedans. Et les groupes nous ont fait remonter une énorme charge mentale, dans le fond, dans la gestion de toutes ces décisions-là, et un sentiment d'abandon, clairement, par rapport à cette responsabilité-là, qui aurait pu être évitée ou du moins atténuée si les consignes gouvernementales avaient été plus claires et mieux adaptées à leur réalité. Ce qui m'amène à l'épisode 2 de ma présentation, qui est vraiment tout ce qui concerne le maintien du lien, maintenir le lien par tous les moyens avec les personnes rejointes. Le premier réflexe des organismes, en fait, dès le début de la pandémie, ça a vraiment été de trouver une nouvelle façon de rejoindre leurs membres et les personnes participantes. Chaque groupe a adopté des méthodes créatives, mais surtout adaptées aux populations et aux réalités des populations qu'ils visent. On vous a mis une liste de stratégies dans cette diapo-là. Dans les cahiers, elles sont un peu plus détaillées. Vous avez des exemples à l'appui, etc. Je vais juste prendre quelques exemples, moi, pour ce matin. Le téléphone. Le téléphone a été énormément utilisé par les groupes au tout début pour faire une toute première tournée d'appel, avoir un premier contact avec les personnes, connaître, s'assurer qu'elles avaient ce dont elles avaient besoin pour répondre à leurs besoins de base, mais aussi les tournées d'appels téléphoniques pour certains groupes se sont poursuivies là, pendant le premier confinement, notamment pour garder un lien régulier avec les personnes. Fait que le téléphone a été, les tournées d'appels d'amitié ont été assez fréquentes dans les organismes. Au niveau virtuel, vous l'avez vécu, il y a énormément de choses qui sont passées en mode virtuel, mais au-delà des rencontres ou des formations qu'on puisse faire en Zoom, on a aussi du travail d'intervention qui, par exemple, s'est fait en virtuel on a, par exemple, des groupes de jeunes qui nous ont parlé d'intervention à travers des jeux vidéo pour continuer de rejoindre les jeunes via les clavardage, par exemple. Donc ça fait partie des choses qui ont été mises en place pour maintenir le lien avec les jeunes. Systèmes de livraison, de nourriture, bien sûr, mais aussi de matériel pédagogique, de matériel d'injection, par exemple, ont été faites là, auprès des personnes. Et enfin, à l'extérieur, en respectant la distanciation physique, les groupes ont pu mettre en place des activités comme des visites de balcon, par exemple, pour s'assurer de garder un contact avec les personnes, encore une fois, maintenir le lien tout en tenant compte, dans le fond, des contraintes sanitaires. Donc, une multitude de stratégies adaptées. C'est sûr que c'est arrivé avec des défis.
de nombreuses activités régulières là, qui se font habituellement en présence ont pu être maintenues, certes, parce qu'elles ont été transformées en mode virtuel. Ça a quand même des retombées positives. La première, c'est qu'on a pu maintenir des activités quand même et le lien avec des personnes de cette façon-là. Ça a permis aussi, dans certains cas, de rejoindre de nouvelles personnes qui, en présence, sont plus difficiles à rejoindre. Mais c'est venu, et c'est ce que met en avant cette diapo, c'est venu avec énormément de défis aussi pour rejoindre certaines populations. Et le chiffre est assez parlant, près de la moitié, 48% des organismes qui ont répondu au sondage de l'IRIS considèrent que leurs activités se font difficilement dans un contexte de distanciation physique. Et un tiers, 33%, considèrent que la technologie que nécessiteraient les activités à distance n'est pas disponible pour les personnes visées. Donc là, on nomme très clairement l'enjeu de la fracture numérique que vous avez beaucoup fait remonter aussi pendant la crise, l'accès au matériel, à une connexion, mais aussi à toute la littératie numérique qui permet aux gens d'utiliser ce matériel-là. Il y a d'autres obstacles, d'autres défis au virtuel. Bien, la fracture numérique en est une, mais on a aussi entendu parler beaucoup dans les groupes de la fatigue d'être en ligne, observé notamment chez les jeunes qui, pour beaucoup, avaient aussi leur scolarité déjà en ligne. Donc, pour les groupes, c'était difficile de repasser encore une fois par ce canal-là pour les rejoindre. On nous a soulevé aussi le besoin d'avoir accès à un lieu physique pour beaucoup de personnes pour maintenir un sentiment d'appartenance à l'organisme et quelque chose qui n'est pas possible via le virtuel. Ou encore l'impossibilité, tout simplement, pour certains organismes, certaines activités, d'être transférées à distance. Si on pense à un milieu de vie, par exemple, on ne peut pas recréer ça autrement qu'en présence. Donc, toutes sortes de défis qui viennent quand même avec ce passage au virtuel. Et ça m'amène à la diapo suivante, qui est que malgré tous les efforts déployés par les organismes, 61% disent avoir éprouvé la plus de difficultés à rejoindre les populations pendant le confinement d'avril à juin, alors qu'on sait que les besoins étaient exacerbés pendant cette période-là. Les besoins d'accompagnement, les besoins à différents niveaux, c'est quelque chose qu'on fait ressortir dans les fameux cahiers population, mais en même temps, les groupes éprouvent énormément de difficultés à rejoindre les personnes. Et ça, c'est dû, les défis du virtuel que je viens de nommer font partie des raisons pour lesquelles les groupes ont eu du mal à maintenir le lien. Mais d'autres obstacles qui nous ont été soulevés sont par exemple la limite des locaux. Je parlais tantôt de l'enjeu d'avoir accès à des locaux pour des groupes, mais aussi au-delà de l'accès, avoir des locaux dont la taille et la configuration permettent d'accueillir des personnes en respectant les mesures sanitaires. C'était loin d'être le cas pour la plupart des organismes. Il fallait quand même de l'espace, il fallait pouvoir les aménager. Donc, les limites imposées par les locaux. La peur de la contamination a aussi entraîné une baisse de fréquentation de certaines ressources, bien évidemment. On peut penser à des centres de jour, par exemple, qui ont été moins fréquentés pendant cette période. Et la mise en place d'un couvre-feu a aussi nui à l'accessibilité des groupes, même si souvent les groupes pouvaient émettre des laissez-passer pour les personnes. Beaucoup de groupes qui, par exemple, rejoignent des personnes qui vivent du profilage social ou racial ont nommé que c'était beaucoup plus difficile de faire venir les gens dans le contexte du couvre-feu, que ce soit des personnes racisées, des personnes sans statut, des personnes judiciarisées de façon générale. C'est sûr que ça a eu un impact. Ce qui m'amène à la fin de ma deuxième épisode, les forces du communautaire pour rejoindre les populations en temps de crise. Deux facteurs en fait un peu facilitants, je dirais, au groupe d'ACA pour rejoindre ou maintenir les liens avec les populations nous ont été nommés dans les groupes de discussion. Le premier, c'est vraiment l'ancrage dans la communauté. C'est tout ce qui concerne les liens préexistants à la crise et la grande connaissance que les groupes ont des besoins et des réalités des populations. C'est exactement ce que nomme la citation, j'ouvre les guillemets. Plus nous sommes en connexion avec notre communauté, plus nous connaissons nos membres et leurs besoins. Plus nos équipes sont préparées pour réagir quand une pandémie frappe. Nos connexions nous ont permis de continuer à offrir des services beaucoup plus facilement. Fait que ça a vraiment permis d'identifier très rapidement les meilleures façons de maintenir le lien avec les personnes. Et l'autre facteur qui nous a été soulevé, c'est la capacité des groupes à avoir une approche personnalisée
auprès des personnes. C'est-à-dire qu'à la fois, les groupes considèrent les conditions de vie globales de la personne et la complexité de la situation vécue, mais ils ont une approche aussi qui tient compte du fait que les personnes ne peuvent pas toutes appliquer les mesures de la même façon, dépendamment de leurs conditions de vie, et doivent composer avec toutes sortes de réalités. Et donc, ils ont une approche beaucoup plus personnalisée qui répond aux besoins spécifiques de chaque personne. Et ça aussi, ça a été un facteur qui a permis de rejoindre et de garder les liens avec les populations en temps de crise. Ce qui m'amène à troisième et dernier épisode de ma présentation qui porte vraiment sur tout l'enjeu pour les groupes de répondre à l'urgence tout en préservant le cœur de leur travail et de leur mission. Donc, quelques diapositives en lien avec ça avant de terminer. Premièrement, qu'est-ce qu'ont fait les groupes en fait vraiment au moment où la crise a frappé? Le premier réflexe des groupes, ça a été vraiment de répondre aux besoins urgents qu'ils ont identifiés sur le terrain. Puis, c'est sûr qu'il y a une diversité de réalités. Là, ce qu'on vous nomme, c'est des tendances, c'est des choses qu'on a entendues peut-être de façon un peu plus récurrente aussi. Mais il y a quatre éléments, quatre principales actions, je dirais, qui ont été déployées par les groupes là, pour répondre aux besoins identifiés en lien avec la crise. Le premier, c'est informer. Informer sur les consignes sanitaires, sensibiliser les populations. Ça a été un rôle important joué par les groupes là, quand la pandémie a frappé, tout ce qui concerne l'information sur les consignes et l'appropriation des consignes par les personnes rejointes. Deuxièmement, soutenir, je vais y revenir dans la prochaine diapo, psychologiquement les personnes. Ça a été un travail énorme fait par les groupes pendant la pandémie. Troisièmement, distribuer de la nourriture, bien sûr, mais aussi de matériel visant la réponse aux besoins de base. Et enfin, référer vers d'autres ressources aux besoins, mais les groupes ont joué un rôle énorme là, de référencement pour orienter les personnes et s'assurer qu'elles puissent avoir accès dans la mesure du possible à ce dont elles ont besoin dans le contexte de la pandémie. Et ces nouvelles actions, souvent développées dans l'urgence par les groupes, n'étaient pas toujours en lien direct avec la mission et les activités régulières de l'organisme. Et ça a eu des impacts importants pour les groupes aussi, parce qu'ils devaient à la fois essayer de maintenir ou de transformer leurs activités régulières, mais en même temps, ils essayaient de répondre à l'urgence en faisant des choses qui ne sont pas nécessairement ce qu'ils font au quotidien. Donc, ça a entraîné une surcharge, mais aussi des défis dans l'organisation de ces différentes activités. Le soutien psychologique, donc j'en parlais tantôt, tout le travail de soins, ou ce qu'on appelle, ce que les milieux féministes ont fini par appeler le travail du care souvent, a été énorme en fait pour les organismes dans le cadre de la pandémie. Un travail qui est essentiel, mais qui souvent a été invisibilisé. Ils ont joué, pourtant les groupes ont joué un rôle majeur là, à ce niveau-là pour soutenir les populations durant la crise. Et un des enjeux, c'est que certains organismes qui ne sont pas des organismes qui font de l'intervention habituellement ont été aussi amenés à jouer un rôle de soutien. Je vais vous lire la citation qui nomme cet enjeu-là. Donc, j'ouvre les guillemets. Nous, on n'est pas des intervenantes, on n'est vraiment pas un organisme d'intervention. On voulait continuer de prendre des nouvelles de nos participants chaque semaine, mais il y a des gens qui vivaient des détresses bien plus grandes que ce qu'on était capable de gérer. Ça, c'est un organisme qui fait de la formation, par exemple, qui nous a nommé qu'il faisait une tournée des participantes pour justement s'assurer que garder le contact avec les gens et qui se sont trouvés à faire du soutien parfois aussi face à des personnes qui étaient en grande détresse sans nécessairement avoir la formation ou la supervision nécessaire à ce genre de travail. Donc, ça, c'est un des enjeux, mais tous les groupes à différents degrés ont été amenés à faire ce soutien, je vous dirais, psychologique, ce travail de care qui n'est pas toujours facile à visibiliser alors qu'il implique énormément de temps et de charge émotionnelle là, pour les équipes, surtout dans un contexte où parfois ça se faisait en télétravail, donc sans le soutien de l'équipe autour, ça a été tout un défi. On a aussi dans la diapositive mis de l'avant le fait que c'était un travail genré. Je ne vous l'apprends pas, au sein du milieu communautaire, les femmes sont surreprésentées parmi les travailleuses. Donc, c'est aussi beaucoup elles qui prennent en charge ce travail de soins, souvent dans leur vie de tous les jours, dans leurs milieux familiaux, qui sont les majoritaires parmi les proches aidants, dans le soin aux enfants, ou même dans les milieux militants. C'est souvent les femmes qui font ce travail-là de soins. Donc, ça venait s'ajouter, encore une fois, dans le milieu communautaire, on a cette tendance-là qui se répète, donc c'est un travail souvent invisibilisé et pourtant très genré.
Ce qui m'amène à la diapo suivante qui est, dans le fond, que les groupes ont joué un rôle de soutien psychologique auprès des personnes, mais aussi à un niveau plus collectif, au sein de la collectivité, au sein de leur communauté. Et notamment, par exemple, au niveau de l'accessibilité aux informations. J'en parlais tantôt, les groupes ont joué un rôle hyper important pour traduire les communications gouvernementales, par exemple, dans de nombreuses langues. Pour simplifier les consignes, beaucoup de groupes en alphabétisation ont fait du travail là, pour rendre les consignes accessibles à des personnes. C'est ça pour qui les outils gouvernementaux n'étaient pas accessibles. Aussi, les groupes ont développé des nouveaux moyens de diffusion de l'information, que ce soit du tractage, des camions à haut-parleurs, des kiosques dans les parcs. Donc, les groupes ont joué un énorme rôle là, pour rendre l'information accessible. C'est ce que nomme la citation, j'ouvre les guillemets. L'enjeu pour nous était de donner de l'information et le gouvernement n'était pas là pour répondre aux questions. Je pense que le gouvernement a vraiment une obligation de donner de l'information compréhensible et il ne le fait pas. C'est nous qui le faisons. Donc, c'est vraiment un rôle important qu'ont joué les groupes. Puis, au-delà de l'accessibilité à l'info, toute la distribution du matériel de protection, notamment les masques auprès de la population, les groupes ont joué un rôle à ce niveau-là alors que c'était vraiment une responsabilité des autorités publiques. Ou encore, ils ont été dans certains quartiers, certains endroits, des partenaires essentiels de la campagne de vaccination par la suite, notamment là, pour rejoindre des populations plus marginalisées. Il me reste plus que 2 diapos. Accrochez-vous, après ça, on prend une période d'échange et une petite pause. Un autre élément important, c'est bien évidemment tout ce qui concerne la mobilisation et l'action collective. Qui, je ne vous l'apprends pas encore une fois, ont été un défi à maintenir pendant la pandémie. Le confinement, les mesures sanitaires ont rendu difficile l'organisation d'actions plus collectives. Et de fait, 86% là, des groupes de base ont dû suspendre ou limiter leurs activités de mobilisation pendant le premier confinement, alors que ces activités liées à la transformation sociale sont une partie essentielle de la mission des organismes, ne sont pas des activités accessoires. Et aussi, dans le contexte de la pandémie, j'y reviendrai un peu plus tard, en fait, dans la prochaine diapo, les groupes jouent un rôle essentiel à ce niveau-là de critique de l'action gouvernementale pour mettre en lumière justement les populations qui sont dans l'angle mort des politiques publiques, pour mettre de l'avant les conséquences néfastes de certaines mesures. Donc, tout ce rôle critique et d'action et de mobilisation collective est essentiel en temps de pandémie, mais a été rendu difficile dans le contexte des consignes sanitaires. Je tiens à mentionner par ailleurs que même si c'est venu avec énormément de défis, beaucoup d'organismes ont réussi à maintenir des actions collectives malgré le contexte. Je donnerai que quelques exemples, mais l'action des groupes de femmes, par exemple, exigeant une relance féministe à l'hiver 2021, il y a eu des mobilisations à ce niveau-là. Des groupes en éducation populaire se sont mobilisés dans le contexte de la pandémie pour remettre un peu à l'ordre du jour les enjeux de lutte au changement climatique, fait qu'il y a eu des actions. C'est juste qu'elles ont demandé énormément d'énergie et souvent elles ont été plus difficiles à animer et à permettre des gains dans le contexte de la pandémie. Donc ça, c'est un énorme enjeu aussi qui nous a été soulevé. Et en conclusion, en fait, de cette partie-là, on voulait mettre en lumière un élément, en fait, le fait que ce qui ressort des groupes de discussion et des données, c'est que le gouvernement et l'action communautaire autonome ont eu des approches très différentes de la crise. Je vais donner 2 exemples. Le gouvernement, je le disais tantôt, dans l'application des règles, a beaucoup privilégié l'imposition, la sanction, alors que une approche très personnelle, très individualiste, disons, de l'application des règles, alors que les groupes d'action communautaire autonome travaillent vraiment dans une démarche d'éducation populaire, d'appropriation des consignes et aussi de réduction des méfaits. Comme je le disais tantôt, tout le monde ne pouvait pas appliquer les règles de la même façon, dépendamment de ses conditions de vie. Et donc, les groupes ont vraiment travaillé avec les personnes pour essayer d'être dans une approche plus de réduction des méfaits plutôt que de culpabilisation et de sanction. Donc là, on a une première grosse différence dans l'approche. Puis la deuxième, c'est que les mesures gouvernementales ont révélé de nombreux angles morts. Alors que l'action des groupes vise justement à mettre en lumière ces éléments-là, à défendre les droits des communautés qui sont les plus marginalisées, souvent qui sont celles qui sont oubliées par les mesures.
Je parlais tantôt du couvre-feu. Les groupes ont joué un rôle, par exemple, majeur pour contester cette mesure-là et montrer qu'elle avait des impacts sur les personnes en situation d'itinérance, qui a mené au fait que les personnes en situation d'itinérance en soient exemptées. Mais ça a été du travail des groupes communautaires pour mettre en lumière ces enjeux-là, tout comme les groupes communautaires ont soulevé des enjeux plus structurels comme la crise du logement, l'accès aux revenus. Tout ça, c'est des angles morts ou des choses pour lesquelles l'action gouvernementale n'a pas été efficace ou mise en place. Donc, c'est deux approches très différentes qui confirment le rôle essentiel joué par les groupes d'action communautaire autonomes en temps de crise plus que jamais, pour répondre non seulement aux besoins des communautés, mais aussi pour assurer le respect de leurs droits, dans le fond, dans un contexte de pandémie. Donc, ça conclurait ma partie à moi, et puis je vous remercie.